Il existe, quelque part au-delà de tout ce que nos yeux peuvent percevoir, un silence si profond qu'il précède le temps lui-même. Avant que la première étoile ne s'embrase, avant que le moindre atome d'hydrogène ne trouve son voisin dans l'obscurité totale, il y avait ce silence. Non pas un vide stérile, mais une densité inimaginable, un point d'une chaleur si extrême que les lois de la physique telles que nous les connaissons n'avaient pas encore de sens. Puis, en une fraction de seconde si infime qu'aucun esprit humain ne peut véritablement la concevoir, tout a basculé. L'espace s'est déployé. L'énergie s'est transformée en matière. Et l'univers, dans un rugissement silencieux, a commencé son expansion, une expansion qui, aujourd'hui encore, ne s'est jamais arrêtée. Ce qui frappe l'esprit lorsqu'on contemple cette origine, ce n'est pas seulement la violence de l'événement, c'est sa délicatesse. Car dans ces premières fractions de seconde, les conditions devaient être d'une précision absolue. Si la densité initiale avait été légèrement plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même avant même de commencer à exister. Si elle avait été légèrement plus faible, la matière se serait dispersée trop vite, incapable de former la moindre structure. L'univers tel que nous le connaissons repose sur un équilibre si fin qu'il défie l'imagination. Pendant des centaines de milliers d'années après cet instant fondateur, l'univers était un brouillard opaque. La lumière ne pouvait pas voyager librement. Les photons rebondissaient sans cesse contre les particules chargées qui remplissaient l'espace, piégées dans une soupe cosmique brûlante. Puis la température a suffisamment baissé pour que les électrons se lient au noyau atomique, formant les premiers atomes neutres. Soudain, l'univers est devenu transparent. La lumière a pu enfin se propager librement, et ce premier rayonnement libéré, il y a environ 13,8 milliards d'années, voyage encore aujourd'hui dans toutes les directions. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique, et c'est la plus ancienne image de l'univers que nous puissions jamais obtenir. Une photographie de l'enfance du cosmos, figée dans les micro-ondes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, cela nous ferait vraiment très plaisir. Mais revenons à ce qui s'est passé ensuite, car c'est là que le mystère s'épaissit. Après la libération de cette première lumière, l'univers est entré dans une période que les astronomes appellent les âges sombres. Pendant des dizaines de millions d'années, aucune étoile ne brillait. L'espace était rempli de gaz neutres, principalement d'hydrogène et d'hélium, flottant dans une obscurité totale. Pas un seul point lumineux. Pas un seul photon visible traversant le vide. Juste le murmure silencieux de la gravité, travaillant lentement, patiemment, attirant la matière vers les régions légèrement plus denses, préparant le terrain pour la naissance des premières flammes stellaires. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les poches les plus denses de gaz, la pression et la température ont atteint un seuil critique. L'hydrogène a commencé à fusionner, les premières étoiles se sont allumées. Elles étaient probablement gigantesques, des centaines de fois plus massives que notre Soleil, d'une luminosité féroce et d'une durée de vie étonnamment courte. Ces étoiles primitives, que les astrophysiciens appellent les étoiles de population 3, n'ont jamais été observées directement. Elles restent des fantômes théoriques, prédites par nos modèles mais jamais confirmées par nos instruments. Pourtant, leurs traces sont partout. Car lorsqu'elles ont explosé en supernovae cataclysmiques, elles ont forgé les premiers éléments lourds, le carbone, l'oxygène, le fer, des ingrédients indispensables à tout ce qui allait suivre, y compris, des milliards d'années plus tard, la vie elle-même. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est que pendant longtemps, nous ne pouvions que l'imaginer. Nos télescopes, aussi puissants soient-ils, étaient aveugles à cette époque reculée. La lumière émise par ces premières structures
avait voyagé si longtemps à travers un univers en expansion que ses longueurs d'onde s'étaient étirées bien au-delà du spectre visible. Elle était devenue infrarouge, invisible à nos yeux et à la plupart de nos instruments. C'est précisément pour capturer cette lumière fantôme que le télescope spatial James Webb a été conçu. Équipé d'un miroir primaire de plus de 6 mètres de diamètre, recouvert d'une fine couche d'or pour optimiser la réflexion de l'infrarouge, placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L2, protégé du rayonnement solaire par un bouclier thermique de la taille d'un court de tennis, Webb est l'instrument le plus sophistiqué jamais envoyé dans l'espace. Et ce qu'il a découvert a ébranlé certaines de nos certitudes les plus profondes. Lorsque Webb a pointé ses capteurs vers des régions du ciel apparemment vides, des zones où les télescopes précédents ne voyaient que du noir, il a révélé un spectacle stupéfiant, des galaxies, des milliers de galaxies. Non pas des amas primitifs et informes comme on s'y attendait, mais des structures déjà organisées, déjà lumineuses, déjà en train de former des étoiles à un rythme effréné. Certaines de ces galaxies existaient alors que l'univers n'avait que 300 millions d'années, à peine 2% de son âge actuel. Pour saisir à quel point c'est précoce, imaginez que toute l'histoire de l'univers soit comprimée en une seule année calendaire. Ces galaxies seraient apparues le 2 janvier. Elles n'auraient même pas attendu la fin de la première semaine. Cette découverte a provoqué un véritable séisme dans la communauté astrophysique. Selon les modèles dominants, les premières galaxies devaient être petites, fragiles, à peine visibles. Elles devaient de mettre des centaines de millions d'années à accumuler suffisamment de masse pour devenir significatives. Or, Webb montrait exactement le contraire. Des galaxies massives, brillantes, chimiquement matures, existant à une époque où rien de tel n'aurait dû être possible. Certains chercheurs ont commencé à parler de briseurs d'univers, des objets dont l'existence semblait violer les contraintes imposées par la cosmologie elle-même. La question fondamentale était simple dans sa formulation, mais vertigineuse dans ses implications. Comment l'univers avait-il pu construire autant, aussi vite ? La gravité est puissante, certes, mais elle n'est pas rapide. Pour qu'une galaxie se forme, il faut d'abord que la matière noire crée un halo gravitationnel suffisamment massif pour attirer le gaz ordinaire. Ensuite, ce gaz doit refroidir, se condenser, s'effondrer sur lui-même. Les premières étoiles doivent naître, vivre, mourir et enrichir leur environnement en éléments lourds. Puis un nouveau cycle doit recommencer, et un autre encore, chaque génération stellaire ajoutant de la complexité chimique au milieu interstellaire. Chacune de ces étapes impose un délai minimal. Compresser la séquence trop brutalement, et la physique telle que nous la comprenons cesse de fonctionner. Et pourtant, les galaxies étaient là. Webb les voyait aussi nettement que les étoiles dans notre propre voisinage. Les astronomes ont d'abord fait ce qu'ils font toujours face à un résultat dérangeant. Ils ont vérifié. Ils ont recalibré les instruments. Ils ont cherché des biais observationnels, des erreurs de mesure, des effets de lentilles gravitationnelles qui auraient pu amplifier la luminosité apparente de ces galaxies lointaines. Mais résultat après résultat, vérification après vérification, les données tenaient bon. L'univers primitif n'était pas sombre et silencieux. Il était lumineux, actif et déjà remarquablement complexe. L'une des révélations les plus troublantes concernait la composition chimique de ces galaxies précoces. Les spectromètres de Webb ont détecté des signatures de carbone, d'oxygène et d'azote dans des systèmes stellaires vieux de seulement quelques centaines de millions d'années. Or, ces éléments ne peuvent pas exister au début de l'univers. Ils sont fabriqués dans les cœurs des étoiles, puis libérés dans l'espace lorsque ces étoiles explosent.
Leur présence si tôt dans l'histoire cosmique implique une conclusion incontournable. Au moins, une génération entière d'étoiles avait déjà vécu et péri avant que ces galaxies ne soient observées. L'horloge cosmique devait être reculée. L'univers avait accompli en quelques centaines de millions d'années ce que nos théories prédisaient pour 1 milliard d'années ou plus. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de plusieurs de ces galaxies primitives, Webb a identifié quelque chose d'encore plus déconcertant. Des trous noirs supermassifs. Non pas de modestes singularités de quelques masses solaires, mais des monstres gravitationnels pesant des millions, parfois des milliards de fois la masse de notre Soleil, et ils étaient déjà en place alors que l'univers avait moins de 500 millions d'années. Selon la physique conventionnelle, un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre à la fin de sa vie. Le trou noir résultant peut peser quelques dizaines de masses solaires. À partir de là, il peut croître en dévorant la matière environnante, mais cette croissance est limitée. La matière qui tombe vers un trou noir chauffe considérablement et émet une radiation intense qui repousse la matière entrante. Même dans des conditions idéales, construire un trou noir d'1 milliard de masses solaires devrait prendre bien plus de temps que l'univers primitif n'en disposait. Et pourtant, Webb continue d'en trouver. À chaque nouvelle observation en profondeur, de nouveaux trous noirs massifs apparaissent dans des galaxies impossiblement jeunes. Cette énigme a contraint les théoriciens à envisager des scénarios autrefois considérés comme extrêmes. Peut-être que certains trous noirs ne sont pas nés de l'effondrement d'étoiles, mais de l'effondrement direct de nuages de gaz colossaux, sautant entièrement l'étape stellaire. Peut-être que les premières étoiles étaient ici démesurément massives, des milliers de fois plus lourdes que le Soleil, qu'elles se sont effondrées directement en trous noirs considérables. Peut-être que les fusions de trous noirs étaient beaucoup plus fréquentes dans l'univers dense et compact des premiers temps. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée. Aucune ne peut être exclue. Ce qui est certain, c'est que nos modèles standards ne suffisent plus à expliquer ce que Webb observe. Et ce qui rend cette période si cruciale, c'est que ces premières galaxies et ces premiers trous noirs n'étaient pas des accidents isolés. Ils ont façonné tout ce qui a suivi. Leur radiation a transformé l'univers tout entier, arrachant les électrons aux atomes d'hydrogène lors d'une époque connue sous le nom de rayonisation. Leurs supernovas ont enrichi l'espace en éléments lourds, rendant possible la formation de planètes rocheuses et, éventuellement, de molécules organiques. Leur gravité a attiré la matière dans les premières grandes structures cosmiques. Si tout cela s'est produit plus tôt et plus efficacement que prévu, alors c'est la chronologie entière de l'évolution cosmique qui doit être révisée. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux galaxies individuelles, car lorsque Webb a commencé à cartographier la distribution de ces galaxies dans l'espace, un motif encore plus grandiose est apparu. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard dans l'univers. Elles s'alignent, elles se regroupent, elles tracent des chemins invisibles à travers le cosmos. Sur les plus grandes échelles, l'univers ressemble à un réseau gigantesque, une toile cosmique faite de filaments de matière, s'étirant sur des dizaines et des centaines de millions d'années-lumière, se croisant à des nœuds denses où se forment les amas de galaxies, et séparés par d'immenses vides où presque rien n'existe. Cette structure avait été prédite par les simulations informatiques depuis des décennies, mais Webb l'a révélée avec une clarté sans précédent. En cataloguant des centaines de milliers de galaxies et en mesurant leur distance, les astronomes ont pu construire une carte tridimensionnelle de la distribution de la matière à travers l'univers. Le résultat est saisissant. Les galaxies s'alignent le long de filaments. Elles se concentrent aux intersections. Elles fuient les vastes régions vides. L'univers visible suit un squelette invisible. Pour comprendre comment cette architecture a émergé, il faut remonter aux tout premiers instants après le Big Bang.
La matière était alors répartie de manière presque uniforme dans l'espace, avec de minuscules fluctuations de densité imprimées lors des premières fractions de seconde. Ces fluctuations étaient incroyablement subtiles, des variations de l'ordre d'une partie sur 100 000. Mais elles étaient suffisantes. Les régions légèrement plus denses exerçaient une attraction gravitationnelle légèrement plus forte. Au fil du temps, la matière a afflué vers ces régions, amplifiant les différences. La gravité a sculpté l'espace en filaments et en nœuds, drainant la matière des régions environnantes et laissant derrière elle d'immenses vides. Une analogie utile est celle de la pluie tombant sur un terrain irrégulier. L'eau s'écoule vers les vallées, creusant des rivières et des canaux, tandis que les hauteurs restent sèches. Avec le temps, un paysage structuré émerge. L'univers a évolué de manière similaire, sauf que la substance qui s'écoulait n'était pas de l'eau, mais la matière elle-même, guidée par l'attraction gravitationnelle de la matière noire. Car c'est ici que nous devons aborder l'un des plus grands mystères de la physique moderne. La matière visible, tout ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer directement, ne représente qu'environ 5% de tout ce qui existe. Le reste est composé de deux ingrédients invisibles et profondément énigmatiques, la matière noire et l'énergie sombre. Et sans eux, rien de ce que Webb observe n'aurait pu exister. La matière noire ne brille pas, elle n'absorbe pas la lumière, elle n'émet aucune radiation que nous puissions détecter directement. Et pourtant, elle représente environ 27% de la composition totale de l'univers, soit plus de 5 fois la quantité de matière ordinaire. Sa présence a été déduite pour la première fois il y a près d'un siècle, lorsque les astronomes ont remarqué que les étoiles dans les régions extérieures des galaxies spirales orbitaient beaucoup trop vite. Selon la gravité générée par la matière visible seule, ces étoiles auraient dû être éjectées dans l'espace intergalactique. Au lieu de cela, elles restaient éliées, se déplaçant comme si chaque galaxie était enveloppée dans un halo massif et invisible. Ce halo, c'était la matière noire. Ce qui rend la matière noire si fondamentale pour la formation des structures cosmiques, c'est son comportement unique. Contrairement à la matière ordinaire, la matière noire ne subit pas de collision avec elle-même et ne perd pas d'énergie en émettant de la radiation. Elle traverse l'espace de manière presque sans friction. Cela lui a permis de commencer à s'agglomérer extrêmement tôt dans l'histoire cosmique. Alors que la matière ordinaire était encore trop chaude pour se condenser, la matière noire se rassemblait déjà silencieusement en concentration croissante, formant des halos massifs invisibles bien avant que les premières étoiles ne s'allument. Ces halos sont devenus l'échafaudage de l'univers. Lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi, la matière ordinaire a commencé à tomber dans ces puits gravitationnels de matière noire. Le gaz s'est accumulé, comprimé, et a fini par allumer la fusion nucléaire. Les étoiles se sont formées, les galaxies se sont assemblées, non pas au hasard, mais précisément là où la matière noire s'était déjà rassemblée. L'univers visible suit un plan invisible tracé des milliards d'années auparavant. Les observations de Webb ont renforcé ce tableau de manière spectaculaire. En révélant à quel point les structures se sont formées rapidement dans l'univers primitif, Webb a démontré que la matière visible seule n'aurait jamais pu accomplir ce travail. La matière noire a fourni l'avance gravitationnelle nécessaire pour assembler des galaxies à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Sans elle, l'univers serait resté un brouillard homogène de gaz, incapable de produire la moindre étoile, la moindre planète, la moindre molécule complexe. Mais si la matière noire construit les structures, une autre force les menace.
Et cette force est encore plus mystérieuse, encore plus dominante et potentiellement plus effrayante que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici. L'énergie sombre. Elle représente environ 68% de tout ce qui existe dans l'univers. Elle ne se voit pas. Elle ne se touche pas. Elle ne se concentre pas en étoiles ni en galaxies. Son existence est déduite entièrement de son effet sur l'expansion de l'univers, et cet effet est dévastateur. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les cosmologistes pensaient que l'expansion de l'univers ralentissait progressivement sous l'effet de la gravité. Le Big Bang avait lancé la matière vers l'extérieur, et la gravité travaillait à freiner ce mouvement. La grande question était de savoir si l'univers finirait par s'arrêter et s'effondrer sur lui-même, ou s'il continuerait à s'étendre indéfiniment en décélérant. Personne n'envisageait une troisième possibilité. Puis, à la fin des années 1990, 2 équipes indépendantes d'astronomes ont fait une découverte qui a bouleversé la cosmologie. En étudiant des supernovae lointaines d'un type particulier, des explosions stellaires dont la luminosité est remarquablement constante et prévisible, ils ont mesuré les distances aux galaxies hautes avec une précision sans précédent. Et ce qu'ils ont trouvé était l'exact opposé de ce que tout le monde attendait. L'expansion ne ralentissait pas, elle accélérait. L'univers ne freinait pas, il prenait de la vitesse. Pour expliquer cette accélération, la cosmologie a dû introduire un nouvel ingrédient dans ses équations, l'énergie sombre. Et son comportement est profondément contre-intuitif. Normalement, lorsque l'espace s'étend, la densité de la matière diminue. Doublez le volume de l'espace et la densité de matière sera divisée par 2. Mais l'énergie sombre ne suit pas cette règle. Sa densité reste constante même lorsque l'univers s'étend. Cela signifie que plus l'espace grandit, plus il y a d'énergie sombre. Et plus il y a d'énergie sombre, plus l'expansion s'accélère. Et plus l'expansion s'accélère, plus l'espace grandit. C'est une boucle de rétroaction cosmique qui, sur des milliards d'années, a fondamentalement changé l'équilibre des forces dans l'univers. Au début, la matière dominait. La gravité sculptait les galaxies, les étoiles et la toile cosmique. Mais à mesure que l'univers s'étendait et que la matière se dispersait, l'énergie sombre a silencieusement pris le dessus. Il y a environ 5 milliards d'années, elle est devenue l'influence dominante sur l'expansion cosmique. Depuis, l'expansion n'a fait que s'accélérer, et les conséquences pour l'avenir de l'univers sont vertigineuses. Si l'énergie sombre reste constante, comme les observations actuelles le suggèrent, l'expansion continuera indéfiniment. Les amas de galaxies resteront gravitationnellement liés, mais tout ce qui se trouve en dehors d'eux glissera progressivement au-delà de l'horizon cosmique. Dans des milliers de milliards d'années, les observateurs à l'intérieur d'une galaxie comme la Voie lactée verraient un cosmos solitaire, rempli d'étoiles proches, mais vide au-delà. Les preuves de l'expansion cosmique, le fond diffus cosmologique, le vaste réseau de galaxies lointaines, tout cela aurait disparu. Il pourrait ne jamais savoir que quoi que ce soit d'autre ait jamais existé. Mais il y a une complication supplémentaire, et elle est l'un des problèmes les plus sérieux de la cosmologie moderne. Lorsque les scientifiques mesurent la vitesse d'expansion actuelle de l'univers, ils n'obtiennent pas une seule réponse. Ils en obtiennent 2. La première méthode examine le fond diffus cosmologique et en déduit un taux d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. La seconde méthode mesure les distances aux galaxies proches à l'aide d'étoiles variables et de supernovae et produit un résultat systématiquement plus élevé, autour de 73 km par seconde par mégaparsec. Les 2 mesures sont précises. Les 2 ont été répétées de nombreuses fois. Les 2 ont été scrutées pour détecter des erreurs. Elles ne concordent pas.
Cette divergence, connue sous le nom de tension de Hubble, représente l'une des fissures les plus profondes dans notre compréhension de l'univers. On espérait que Webb résoudrait ce problème en fournissant des mesures de distance plus propres et plus précises. Au lieu de cela, Webb a confirmé le taux d'expansion plus élevé mesuré dans l'univers proche. La tension ne s'est pas dissipée. Elle s'est aiguisée. Cela laisse la cosmologie dans une position inconfortable. Soit quelque chose ne va pas dans nos mesures, soit quelque chose ne va pas dans nos hypothèses, soit quelque chose de fondamental manque à nos modèles de la réalité. Et cela nous amène à réfléchir à l'un des aspects les plus vertigineux de tout ce que Webb nous révèle, la taille véritable de l'univers. Car lorsqu'on entend que le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années et que la lumière voyage à une vitesse constante, l'intuition nous dit que l'univers observable devrait avoir un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais cette intuition est fausse, profondément fausse. L'univers observable a en réalité un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière, ce qui donne un diamètre total d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce n'est pas une spéculation. C'est un résultat mesuré, confirmé par les observations de l'expansion cosmique. La raison pour laquelle ce nombre semble impossible était qu'il contredit notre façon instinctive de penser au mouvement. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière à travers l'espace. Et cette règle est toujours valide. Aucune galaxie ne fonce à travers l'espace à des vitesses impossibles. Au lieu de cela, c'est l'espace lui-même qui s'étire. Quand nous disons que les galaxies lointaines s'éloignent de nous, il est tentant d'imaginer qu'elles filent comme des fragments d'une explosion. Cette image est profondément trompeuse. À grande échelle, les galaxies ne se déplacent pas vraiment à travers l'espace. Elles sont emportées les unes par rapport aux autres à mesure que l'espace entre elles s'étend. L'analogie classique est celle de points dessinés sur la surface d'un ballon. Lorsque le ballon se gonfle, chaque point s'éloigne de tous les autres. Aucun des points n'est au centre. Aucun ne se déplace sur la surface par sa propre force. La surface elle-même s'étire et les points suivent simplement le mouvement. L'univers fonctionne de la même manière. Lorsqu'une galaxie lointaine a émis la lumière que nous détectons aujourd'hui, elle était bien plus proche de nous qu'elle ne l'est maintenant. Pendant les milliards d'années que cette lumière a mis à voyager vers la Terre, l'espace entre nous et cette galaxie s'est étendu continuellement. Le temps que la lumière arrive enfin, la galaxie qui l'a émise a été emportée des dizaines de milliards d'années-lumière plus loin. C'est pourquoi nous pouvons observer des galaxies dont la lumière voyage depuis 13,5 milliards d'années, alors que leur distance actuelle dépasse 46 milliards d'années-lumière. La lumière ne traverse pas simplement une distance fixe, elle se déplace à travers une distance qui grandit pendant qu'elle voyage. En quelque sorte, la lumière a couru sur un tapis roulant cosmique. Au début de l'histoire de l'univers, l'expansion était plus lente et la lumière progressait régulièrement. Avec le temps, l'expansion s'est accélérée, étirant les distances de plus en plus vite. Certains photons ont réussi à nous atteindre parce qu'ils avaient recommencé leur voyage suffisamment tôt, avant que le taux d'expansion ne devienne écrasant. D'autres ne nous atteindront jamais. Cela crée une frontière connue sous le nom d'horizon cosmique. L'horizon cosmique n'est pas un mur ni un bord dans l'espace. Il n'y a aucun endroit où l'univers s'arrête brusquement. C'est plutôt la limite de ce qui peut être observé depuis notre position. Étant donné l'âge fini de l'univers et la manière dont l'espace s'étend au-delà de cet horizon, la lumière ne peut tout simplement pas nous atteindre, non pas parce qu'elle manque de temps, mais parce que l'espace qu'elle doit traverser grandit plus vite qu'elle ne peut le parcourir.
Et c'est ici que l'univers devient véritablement troublant. L'espace ne s'arrête pas à l'horizon cosmique. Nous le savons parce que l'univers se ressemble essentiellement dans toutes les directions que nous observons. La distribution des galaxies ne s'amincit pas vers un bord. Le fond de diffus cosmologique apparaît presque parfaitement uniforme sur l'ensemble du ciel. Cette uniformité serait impossible si l'espace s'arrêtait brusquement juste au-delà de notre vue. L'univers s'étend donc au-delà de ce que nous pouvons voir, mais il le fait d'une manière qui cache en permanence une grande partie de lui-même. Au-delà de 46,5 milliards d'années-lumière, des galaxies existent encore, des étoiles s'allument et meurent encore, des trous noirs fusionnent encore, des histoires cosmiques entières se déroulent dans des régions qui n'influenceront jamais notre monde et ne pourront jamais être influencées par nous. Aucun signal provenant de ces régions n'atteindra jamais la Terre, non pas parce que notre technologie est insuffisante, mais parce que la structure même de l'espace-temps l'empêche. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que cette frontière n'est pas fixe. À mesure que le temps passe, l'univers observable grandit parce que la lumière provenant de régions plus éloignées a eu plus de temps pour nous atteindre. L'horizon recule. Mais en même temps, l'expansion cosmique s'accélère, poussée par l'énergie sombre. Ces deux effets se combattent l'un l'autre. Le résultat est un univers où certains objets deviennent brièvement observables pour ensuite glisser au-delà de notre portée à jamais. Les galaxies que nous pouvons voir aujourd'hui ne sont pas garanties de rester visibles indéfiniment. Leur lumière continuera à s'étirer, se décalant vers des longueurs d'onde de plus en plus grandes. Finalement, cette lumière deviendra si diluée et si décalée vers le rouge qu'aucun télescope ne pourrait jamais la détecter. De notre perspective, ces galaxies sembleront figées à un moment particulier de leur histoire, s'estompant lentement jusqu'à disparaître complètement. Ce n'est pas une curiosité théorique. C'est une conséquence directe des taux d'expansion mesurés. Si l'univers continue à se comporter comme il le fait actuellement, alors dans environ 100 à 150 milliards d'années, chaque galaxie, en dehors de notre groupe local, gravitationnellement lié, franchira l'horizon cosmique. Les futurs observateurs verraient un univers ne contenant qu'un petit amas de galaxies proches, entouré d'obscurité. Ils n'auraient aucune preuve que l'univers a jamais été différent. Aucune trace du Big Bang, aucune trace de l'expansion, aucune trace des milliards de galaxies qui avaient autrefois rempli le ciel. L'univers leur semblerait petit, statique et éternel, une illusion cosmique parfaite créée par l'énergie sombre elle-même. Cette pensée est profondément déstabilisante. Non pas seulement parce qu'elle décrit un futur lointain et solitaire, mais parce qu'elle pose une question immédiate sur notre propre époque. Et si nous, en ce moment, étions déjà victimes d'une version de cette illusion? Et s'il existait des preuves d'une physique ou de structure cosmique au-delà de notre horizon actuel, des indices qui nous seraient à jamais inaccessibles? Cette question est impossible à résoudre par l'observation, mais elle change la manière dont nous devons penser à ce que nous savons. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde de tout ce que le télescope James Webb nous a montré. Chaque image qu'il capture, chaque spectre qu'il analyse, chaque galaxie qu'il détecte n'est qu'un fragment, un échantillon infime d'une réalité bien plus vaste. Webb nous a montré que même la portion de l'univers que nous pouvons voir est infiniment plus riche, plus peuplée et plus complexe que nous ne l'avions jamais soupçonné. Des galaxies par milliers de milliards, des étoiles en nombres inconcevables, des planètes en quantité qui défient l'imagination. Et tout cela n'est que ce qui se trouve à l'intérieur de notre bulle observable. Au-delà, l'univers continue. Façonné par les mêmes forces invisibles,
peuplés des mêmes structures cosmiques, vivant les mêmes drames stellaires de naissance, de vie et de mort. Et nous ne le saurons jamais. Non pas à cause d'un manque de volonté ou de technologie, mais à cause de la nature même de l'espace et du temps. L'univers, dans son immensité, garde ses secrets les plus profonds hors de notre portée, enveloppés dans un horizon que même la lumière ne peut franchir. Mais peut-être que ce mystère est précisément ce qui rend l'exploration spatiale si captivante. Chaque découverte que nous faisons n'est pas une réponse finale. C'est une porte qui s'ouvre sur de nouvelles questions, plus profondes, plus vertigineuses que les précédentes. Le télescope James Webb ne résout pas les mystères de l'univers. Il les approfondit, il transforme ce que nous pensions être un cosmos, compris en un océan d'inconnus, vaste, magnifique et terrifiant dans son ampleur. Il y a un autre aspect de cette exploration cosmique qui mérite que l'on s'y attarde, car il touche à quelque chose de profondément personnel. Lorsque Webb photographie une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière, il ne capture pas un événement lointain, mais contemporain. Il capture un moment qui s'est produit il y a 13 milliards d'années, un moment qui existait avant que la Terre ne soit même une possibilité théorique. Les photons qui arrivent sur le miroir doré de Webb ont commencé leur voyage dans un univers où notre galaxie n'existait pas encore sous sa forme actuelle, où le Soleil n'était qu'un nuage de gaz parmi des milliards d'autres, où aucune planète bleue ne tournait autour d'aucune étoile jaune, dans aucun bras spirale d'aucune galaxie quelconque. Ces photons ont traversé l'intégralité de l'histoire cosmique. Ils ont voyagé pendant que les premières galaxies se formaient, pendant que les trous noirs grossissaient, pendant que la toile cosmique se tissait. Ils ont voyagé pendant que notre propre galaxie s'assemblait à partir de nuages de gaz et de matière noire, pendant que le Soleil s'allumait, pendant que la Terre se solidifiait et que les premiers océans se remplissaient. Ils ont voyagé pendant que la vie apparaissait, se diversifiait, conquérait les continents et développait des cerveaux capables de se poser des questions sur les étoiles. Et quand ces photons arrivent enfin, après ce voyage inimaginablement long, ils sont accueillis par un instrument construit par des créatures qui n'existaient même pas quand la lumière a commencé son trajet. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette rencontre entre un photon ancien et un détecteur moderne. C'est un dialogue entre deux époques que des milliards d'années séparent. Un pont jeté à travers le temps par la physique elle-même. Et c'est exactement ce que Webb fait, jour après jour, nuit après nuit, dans le silence glacé de son orbite lointaine. Il écoute, il collecte, il traduit en images ce que l'univers murmure depuis des éons. Mais ce dialogue avec le passé cosmique nous confronte aussi à une vérité inconfortable sur notre place dans l'univers. Car si Webb nous a appris une chose, c'est que le cosmos n'a pas été construit pour nous. Il n'a pas été conçu à notre échelle, il n'obéit pas à notre intuition. Les distances sont trop grandes pour être véritablement comprises par un cerveau qui a évolué pour naviguer dans des savanes et des forêts. Les durées sont trop longues pour un esprit qui mesure le temps en saisons et en générations. Les quantités sont trop vastes pour des créatures qui comptent sur leurs doigts. Considérez un instant le nombre de planètes qui pourraient exister dans l'univers observable. Si chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles, et si l'univers contient 2000 milliards de galaxies, alors le nombre total d'étoiles est d'environ 200 milliards de milliers de milliards. 2 fois 10 puissance 23. C'est un nombre si grand qu'il dépasse la capacité de l'esprit humain à le visualiser concrètement. Et si même une fraction de ces étoiles possède des systèmes planétaires, ce qui semble être la norme d'après les données du télescope Kepler et de ses successeurs, alors le nombre de planètes dans l'univers observable est tout simplement stupéfiant. Des milliers de milliards de mondes, certains brûlants, certains glacés,
certains gazeux, certains rocheux, certains peut-être couverts d'océans, certains peut-être enveloppés d'atmosphères que nous ne pourrions même pas imaginer. Et parmi tous ces mondes, combien abritent les conditions nécessaires à la chimie complexe? Combien ont développé des molécules capables de se reproduire? Combien ont vu émerger quelque chose que nous pourrions appeler la vie? Webb ne peut pas répondre directement à cette question, mais il contribue à affiner notre compréhension des environnements planétaires lointains. Grâce à la spectroscopie de transit, Webb peut analyser la lumière stellaire filtrée à travers l'atmosphère d'une exoplanète lorsque celle-ci passe devant son étoile. Ce faisant, il identifie les signatures chimiques des gaz présents. Il a déjà détecté du dioxyde de carbone, du méthane, et même des indices de vapeur d'eau dans les atmosphères de mondes situés à des dizaines d'années-lumière. Ce ne sont pas des preuves de vie, mais ce sont des preuves que les ingrédients chimiques fondamentaux de la vie, tels que nous la connaissons, existent ailleurs que sur Terre. Et si ces ingrédients sont répandus, alors la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers prend une dimension entièrement nouvelle. Car l'immensité révélée par Webb n'est pas seulement spatiale, elle est aussi temporelle. L'univers a eu 13,8 milliards d'années pour expérimenter, des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes, et tout cela pendant des milliards d'années. Le nombre d'occasions où la chimie a pu devenir biologie est incalculable. Peut-être que la vie est rare, un accident cosmique qui ne se produit qu'une fois sur des milliards de tentatives. Ou peut-être qu'elle est inévitable, une conséquence naturelle de la chimie lorsque les conditions sont réunies. Nous ne savons pas encore. Mais Webb repousse les limites de ce que nous pouvons chercher, et chaque nouvelle atmosphère analysée est un pas de plus vers une réponse. Il y a aussi la question des civilisations. Si la vie est apparue ailleurs, a-t-elle pu évoluer vers l'intelligence, vers la technologie, vers la curiosité scientifique? Des êtres sur une planète lointaine ont-ils, eux aussi, construit des télescopes et pointé leurs instruments vers le ciel, se demandant s'ils étaient menés seuls? Cette pensée est à la fois exaltante et mélancolique. Car même si de telles civilisations existent, les distances qui nous séparent pourraient être si grandes que nous ne nous rencontrerons jamais. La lumière elle-même met des milliers, des millions, des milliards d'années à traverser les gouffres entre les galaxies. Un message envoyé aujourd'hui vers une galaxie voisine n'arriverait pas avant des millions d'années. La réponse ne reviendrait pas avant des millions d'années de plus. Le dialogue serait si étiré dans le temps qu'il perdrait tout sens pratique. L'univers est peut-être plein de voix, mais le silence entre elles est assourdissant. Et c'est peut-être la plus grande ironie de notre ère cosmique. Nous vivons à un moment de l'histoire de l'univers où la lumière du passé lointain nous est encore accessible. Nous pouvons encore voir le fond diffus cosmologique, nous pouvons encore détecter des galaxies proches de l'horizon cosmique, nous pouvons encore mesurer l'expansion et déduire l'existence de l'énergie sombre. Mais cette fenêtre d'observation ne durera pas éternellement. L'accélération de l'expansion effacera progressivement les preuves de sa propre existence. Les futurs astronomes, s'il en existe, pourraient vivre dans un univers qui leur semble statique et limité, sans aucun indice de la vastitude qui existait autrefois. Nous sommes, en un sens, les témoins privilégiés d'une époque cosmique particulièrement révélatrice, une époque où les indices sont encore visibles, où les mystères sont encore détectables, où les questions sont encore posables. Webb incarne cette opportunité. Il est l'œil que l'humanité a ouvert au moment précis où le cosmos lui offrait encore assez de lumière pour être vu. Et chaque image qu'il renvoie est un rappel silencieux que cette lumière ne sera pas toujours là.
que l'obscurité viendra lentement, inexorablement, non pas parce que l'univers mourra, mais parce qu'il grandira au-delà de notre capacité à le percevoir. Pensez un instant à tout ce chemin parcouru. Des premières secondes chaotiques du Big Bang aux âges sombres silencieux. De l'allumage des premières étoiles monstrueuses à la formation des galaxies impossiblement précoces. Des trous noirs supermassifs surgis de nulle part à la toile cosmique tissée par la matière noire invisible. De l'expansion accélérée poussée par l'énergie sombre à l'horizon cosmique qui emprisonne notre regard dans une bulle finie d'un univers peut-être infini. Chaque étape de cette histoire est plus extraordinaire que la précédente. Chaque découverte ouvre un abîme de nouvelles questions. Et chaque réponse que nous trouvons nous rappelle combien il nous reste encore à comprendre. Le télescope James Webb n'est pas simplement un instrument scientifique, c'est un monument à la curiosité humaine. Une preuve que des créatures éphémères, vivant sur un grain de poussière cosmique perdu dans un bras spiral d'une galaxie parmi des milliers de milliards, ont choisi de consacrer des décennies de travail, des milliards de dollars et le meilleur de leur ingéniosité collective à une seule ambition folle. Voir plus loin, comprendre davantage, repousser les frontières de ce qui est connaissable, même en sachant que ces frontières ne reculeront jamais assez pour tout révéler. Et quelque part, dans cette obscurité silencieuse au-delà de l'horizon, des étoiles que nous ne verrons jamais continuent de brûler. Des galaxies que nous ne compterons jamais continuent de tourner. Des mondes que nous ne visiterons jamais continuent d'exister. L'univers n'a pas besoin de nos yeux pour être réel. Il existait avant nous. Il existera après nous. Et sa beauté terrifiante réside dans le fait que, malgré tous nos efforts, malgré les miroirs dorés et les capteurs infrarouges et les décennies de travail acharné, nous n'en avons effleuré que la surface. L'histoire de l'univers ne fait que commencer à être racontée. Et nous avons l'immense privilège d'en entendre les premiers mots.